Je m'appelle Grace Stone. J'avais 31 ans, le jour où mon père a donné 1 million d'euros à mon frère, et m'a donné une simple phrase. Nous nous tenions dans une salle louée, à l'extérieur de Brindle, en Pennsylvanie. Toute la famille était venue. Mon père a levé son verre, a appelé mon frère Ryder à l'avant, et lui a remis un chèque, pour qu'il puisse créer sa propre entreprise. Tout le monde a applaudi. Puis, il s'est tourné vers moi, calme comme une porte qui se ferme, et m'a dit, « Va gagner le tien. » Je n'ai pas discuté. J'ai souri, je l'ai remercié, et je me suis rassise. Mais ce que j'ai fait au cours des 12 mois suivants, et ce que mon grand-père a fait silencieusement, là où aucun d'eux ne pouvait le voir. C'est la raison pour laquelle un avocat glisserait un jour une enveloppe sur une table, et ferait hurler mon père comme un homme en train de perdre la raison. Laissez-moi vous ramener dans cette salle. Elle sentait légèrement la sueur de bois, car la moitié des invités étaient des hommes de la Syrie, venus directement après leur service. Le chèque que tenait mon père était réel. Imprimé en caractères assez gros, pour être lu depuis la dernière rangée. 1 million d'euros. Ryder l'a pris comme il prenait tout. Comme s'il l'avait attendu toute sa vie. Il a souri, a embrassé la joue de notre mère, et a dit quelque chose à propos de l'innovation et de sa vision. Les gens ont ri au bon moment. Mon père, Gerald Stone, le regardait de la façon dont d'autres hommes regardent un lever de soleil. Puis, il m'a trouvé, près de la table des desserts. Je veux que vous compreniez qu'il n'a pas été cruel à ce sujet. La cruauté aurait été plus facile à encaisser. Il a été doux, presque paternel, quand il a prononcé les mots qui ont fermé une porte, à laquelle je frappais depuis 31 ans. Va gagner le tien. La salle n'a pas eu de mouvement de surprise. C'est la partie qui m'est restée en tête. Ils ont simplement hoché la tête. Comme si dire à une fille de se débrouiller seule, était l'ordre naturel des choses. Ma mère a souri dans son verre de vin. Mes tantes ont touché mon bras, et m'ont dit à quel point elles étaient fières de Ryder. Et au bout de la table d'honneur, était assis mon grand-père, Walter Stone, 81 ans. L'homme qui avait bâti toute l'entreprise de bois d'œuvre, à partir d'un seul camion, et d'un mauvais genou. Quand Ryder a pris le chèque, toute la salle a applaudi. Walter, non. Il est resté assis, les mains croisées, en me regardant. Et il ne les a pas bougées d'un pouce. Je l'ai remarqué. Je pense qu'il voulait que je le remarque. Je ne comprenais simplement pas encore ce que cela signifiait. Voici le problème. Parmi tous ceux qui applaudissaient ce soir-là, personne ne me connaissait vraiment. Rien de tout cela ne m'a surprise. J'avais appris à analyser l'atmosphère, tout au long de ma vie. Dans notre famille, Ryder apportait l'énergie dans une pièce, et j'apportais les tableaux Excel. Il avait 2 ans de moins, et était traité comme le fils aîné d'un conte de fées. Moi, j'étais celle qui faisait les impôts. J'avais commencé à tenir les livres de compte de la famille à 19 ans. L'année où le comptable de mon père a démissionné, et où personne d'autre ne savait lire un registre. J'ai découvert qu'un fournisseur nous facturait 2 fois, pour un montant de 8 000 euros. Je n'ai jamais eu de remerciement. On m'en a juste donné davantage à faire. À 25 ans, j'avais réussi mes examens d'expertise comptable, et j'avais pris un emploi dans un petit cabinet, à 2 villes de là. Ma famille connaissait mon titre professionnel, mais n'a jamais demandé une seule fois ce que j'en faisais. Ma mère avait une façon de résumer la situation, dont je n'arrivais jamais tout à fait à me défaire. Elle l'avait dit des années auparavant. Gentiment, de la façon dont elle disait la plupart des pires choses. Ryder porte le nom. Toi, tu l'as, c'est tout. Je pensais autrefois que c'était de la sagesse. Ce soir-là, en conduisant pour retourner à mon appartement à l'autre bout de la ville, je l'ai enfin entendu pour ce que c'était. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet, parce que les gens s'attendent à des larmes à ce moment-là. J'ai préparé du café, j'ai ouvert un carnet neuf, et en haut de la première page, j'ai écrit la seule chose dont j'étais sûr, commencer. Je ne savais pas ce que je commençais. Je savais seulement que j'avais fini d'attendre d'être choisi. Le lendemain matin, j'ai conduit sur la route 9 jusqu'à la Syrie. Je m'étais dit que j'allais juste déposer les chiffres trimestriels. C'était un mensonge, que je me permettais de croire. La vérité, c'est que je voulais voir mon grand-père. Walter était déjà là quand je suis arrivé. Parce que Walter était toujours déjà là. Sa tasse en émail bleu ébréché, était posée sur le comptoir.
là où elle était posée depuis avant ma naissance. Il m'a versé un café que je n'avais pas demandé, et me l'a fait glisser sans un mot. Je lui ai parlé du chèque. Je lui ai raconté ce que papa avait dit. Je m'attendais à du réconfort, peut-être à des excuses de la part de mon père. Walter n'a fait ni l'un ni l'autre. Il m'a regardé par-dessus cette vieille tasse, et a posé une seule question. Alors, c'est quoi le plan? Pas, est-ce que ça va? Pas, ce n'est pas juste. C'est quoi le plan? J'ai commencé à dire que je n'en avais pas. Puis je me suis arrêté, parce que j'en avais un. Je l'avais écrit la veille au soir, en un seul mot. Il m'a écouté pendant que je développais mon idée. Cette idée à moitié formée, de faire pour de petits commerces, ce que j'avais toujours fait gratuitement pour ma famille. Des livres de compte propres, de l'argent géré intelligemment, et une porte de sortie quand on est dans le trou. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit la chose, que je porterai comme une pierre dans ma poche, pour l'année à venir. Je ne parie pas sur celui qui parle le plus fort. Je parie sur celle qui se présente au travail. Dehors, la première pluie de la journée a commencé à crépiter, contre le toit en tôle du bureau. Il m'a dit de revenir le lendemain. Il a dit qu'il voulait me montrer les anciens livres de comptes. Je ne savais pas encore pourquoi. Il faut comprendre ce que Stone Limbé and Supply, bois et fourniture Stone, signifiait à Brindle. Mon grand-père l'avait fondé en 1968, avec un seul camion à plateau. Au moment de ma naissance, c'était l'endroit où passait chaque entrepreneur, chaque menuisier du dimanche, chaque veuve réparant son Porsche. L'entreprise avait mis la moitié des toits de la ville, au-dessus de la moitié des têtes de la ville. Mon père la dirigeait depuis 15 ans. Et il la dirigeait bien, mais ce n'était pas lui qui l'avait bâtie. Il en avait hérité. Je pense que cet écart vivait en lui, comme une écharde qu'il n'arrivait pas à atteindre. Pour prouver qu'il était un bâtisseur, et pas seulement un héritier, il avait parié gros. Il avait contracté un prêt, pour construire un deuxième entrepôt à la périphérie de la ville. Une extension luxueuse, dont il parlait à chaque dîner. Et il avait taillé 1 million d'euros dans l'avenir de la famille, pour couronner Ryder comme le prochain grand Stone. Les gens de la ville parlaient déjà de mon frère, comme s'il était l'héritier présomptif. Personne ne mentionnait la fille, qui équilibrait les comptes. Je n'étais pas amer d'être laissé en dehors de l'histoire. J'étais quelque chose de plus froid, et de plus utile. J'étais attentive. Un après-midi à la scierie, en triant de vieux dossiers pour Walter, je suis tombé sur les documents de prêt pour le nouvel entrepôt. Je les ai lus comme je lis tout. Lentement. 2 fois. Mon père n'avait pas seulement emprunté sur l'entreprise. Il avait emprunté sur ce qu'il s'attendait à hériter de Walter, un jour. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas encore, sur une promesse que personne n'avait mise par écrit. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement classé dans l'armoire, et dans ma tête. Mon premier vrai client m'a trouvé par accident. Il s'appelait Tom Vasquez. Il dirigeait seul un atelier de réparation près de Main Street. Le genre d'endroit qui répare votre tondeuse à gazon, et votre mariage, dans la même après-midi. Tom était en train de se noyer. Il devait de l'argent à 3 fournisseurs. Sa comptabilité tenait dans une boîte à chaussures, et la banque ne répondait plus à ses appels. Un ami commun avait mentionné que, la fille Stone était douée avec les chiffres. Il m'a appelé un mardi, embarrassé, s'attendant à être pris de haut. Je n'avais pas d'argent à lui prêter. Je veux être clair à ce sujet, parce que c'est là que les gens s'attendent à ce qu'un membre riche de la famille débarque. Il n'y avait pas de membre riche. Il n'y avait que moi, et un carnet. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais bien faire. J'ai passé en revue chaque chiffre dans cette boîte à chaussures. J'ai restructuré ce qu'il devait, je lui ai trouvé une petite ligne de crédit, dans une coopérative qui croyait encore aux poignées de main. Et j'ai renégocié 2 de ses contrats de fournisseurs, pour arriver à quelque chose qu'un être humain pouvait payer. Je lui ai facturé des honoraires modestes, et j'ai rédigé un vrai contrat, signé et daté. Ainsi, nous savions tous les deux exactement, où nous en étions. Ce soir-là, j'ai donné un nom à cette entreprise. Je l'ai écrit en haut d'un nouveau dossier, Stone Venture. Ce n'était pas un fonds d'investissement. Ce n'était encore rien. C'était un nom, et une promesse de garder des livres de comptes impeccables. 2 semaines plus tard, Tom m'a envoyé 2 autres hommes de sa rue. Eux aussi sont arrivés embarrassés.
Et ils sont repartis avec un plan. J'ai commencé à penser que la chose que j'avais écrite pouvait réellement prendre forme. Pendant que je reconstruisais la boîte à chaussures de Tom Vasquez, mon frère organisait une fête. Ryder a utilisé une partie de son million pour lancer son entreprise en grand. Il a loué un bureau, avec des murs en briques apparentes et une baie vitrée. Le genre d'endroit où il coûte plus cher d'avoir l'air de réussir, que de réussir réellement. Il a engagé un ami pour concevoir un logo. Un autre ami pour gérer les réseaux sociaux. Et un troisième ami, dont personne ne pouvait expliquer le rôle. Le lancement avait un bar ouvert. Mes parents sont venus. Ma mère portait une nouvelle robe, et a dit à tout le monde que son fils était un entrepreneur. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, fier de la façon dont les hommes sont fiers des choses qu'ils ont achetées. J'y suis allé, parce que ne pas y aller aurait été une prise de position. Et je n'étais pas encore prête à faire des déclarations. Je me suis tenu près du fond, et j'ai regardé l'argent aller dans la mauvaise direction. À un moment donné, un homme que Ryder courtisait en tant qu'investisseur, s'est approché de moi. Me prenant pour un membre du personnel, il m'a posé une vraie question sur les marges bénéficiaires. J'y ai répondu clairement. Il a cligné des yeux, puis en a posé une autre, et encore une autre. Nous avons parlé chiffres pendant 10 minutes, pendant que Ryder nous observait, de l'autre bout de la pièce. J'ai vu le sourire de mon frère se crisper. Il n'aimait pas que l'investisseur m'écoute. Et il a encore moins aimé, quand l'homme m'a serré la main au lieu de la sienne, en partant. Ryder m'a trouvé avant que je ne parte. Tu n'es pas obligé de rôder à ma fête en faisant des maths, m'a-t-il dit, en souriant pour la galerie. Je lui ai dit que je ne rôdais pas. Je lui ai dit que j'apprenais. Si vous avez déjà vu une famille tout miser sur l'enfant bruyant, pendant que vous construisiez silencieusement quelque chose de réel, vous savez déjà ce que ce sourire faisait ressentir. Restez avec moi. Ça s'améliore. Et c'est amplement mérité. Abonnez-vous, pour ne pas manquer le prochain chapitre. Les murmures ont commencé environ un mois plus tard. Ils étaient doux. Ce qui est la marque des pires rumeurs. Le bruit a couru dans la famille, que Grace était amère. Que j'étais jalouse du don de mon frère. Que j'avais lancé une petite affaire parallèle par rancune, pour embarrasser la famille. Je savais exactement d'où cela venait. Ryder avait le don de raconter des histoires. Et celle qu'il racontait maintenant, parlait d'une sœur qui ne pouvait pas se réjouir pour lui. Ma mère m'a appelé. Elle ne m'a pas demandé comment allait mon travail. Elle m'a demandé de ne pas rendre les choses gênantes, lors du prochain dîner. Ne nous fais pas honte, a-t-elle dit. Comme si c'était moi qui faisais honte, dans une famille qui donnait 1 million d'euros à un homme fait, pour jouer au chef d'entreprise. Je n'ai pas lutté contre ça. Je tiens à le souligner. Car lutter contre ça, aurait été un piège. Si j'argumentais, je deviendrais la fille amère, qu'ils avaient déjà décidé que j'étais. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai continué à travailler. Et j'ai laissé le seul argument en lequel j'avais confiance, parler pour moi. Une de mes tantes avait d'abord cru Ryder. Puis, les comptes de sa boulangerie se sont effondrés. Elle m'a appelé, espérant à moitié que je dirais non. Je ne l'ai pas fait. J'ai corrigé son trimestre. Je lui ai trouvé 4 000 € qu'elle perdait à cause d'un mauvais sous-traitant. Et je n'ai jamais mentionné les choses qu'elle avait dites sur moi. Elle a fait les calculs toute seule. La fois suivante où la famille s'est réunie, elle s'est assise à côté de moi. Les gens remarquent, qui se présente au travail, quand les lumières sont allumées et que les caméras sont éteintes. Je lui ai dit la seule phrase que je m'autoriserais, tu peux croire celui qui parle le plus fort, ou tu peux lire ce qui est écrit. Je serai par ici, en train d'écrire. Vers le milieu de l'été, j'avais 6 clients, puis 8. Stone Venture a cessé d'être un simple nom sur un dossier, pour devenir un petit moteur obstiné. Je prenais un magasin en difficulté, j'assainissais ses comptes, je lui trouvais un petit prêt grâce à des personnes qui faisaient confiance à ma parole, et je prenais une part équitable quand cela fonctionnait. Puis, je réinvestissais ma part, et je recommençais. Je ne devenais pas riche. Je devenais concrète. Ce travail m'a coûté tout le reste. J'étais au cabinet à 7 heures du matin. Avec mes propres clients jusqu'à 22 heures. Et endormi avant même de me rappeler de manger. Je n'avais pas beaucoup de vie, en dehors des registres comptables. C'était mon défaut, si vous en cherchez un.
Je portais tout moi-même, et je ne laissais presque personne s'approcher assez près, pour m'aider. Cela m'a rendue excellente dans mon travail, et très seule dans le monde. La plupart des soirs, je passais à la scierie avec un dossier pour Walter. Même quand je n'en avais pas besoin. Il avait commencé à me poser des questions, qui allaient plus loin qu'un grand-père faisant la conversation. Comment je structurais les petites transactions? Que se passait-il avec la dette d'un client, si un magasin fermait? Qui assumait le risque, et qui détenait les papiers? Il demandait de la même manière qu'un homme, qui est en train de prendre des mesures pour construire quelque chose. Un soir, alors que la pluie crépitait à nouveau sur le toit en tôle, il m'a demandé de tout mettre par écrit pour lui. Toute la structure de fonctionnement de Stone Venture. Je pensais qu'il était simplement curieux. Je lui ai fait un résumé d'une page, clair et simple, et je n'y ai pas repensé. J'aurais dû lui demander pourquoi il le voulait. J'étais trop fatigué, et trop fier, pour me demander ce que mon grand-père bâtissait de son côté. Mon père a entendu dire que je réussissais, et cela est tombé sur lui comme une accusation. Il ne m'a pas félicité. Il m'a convoqué. J'ai conduit jusqu'à la maison familiale, un dimanche, et je l'ai trouvé dans son bureau, la porte déjà à moitié fermée. Il avait entendu mon nom en ville, rattaché à l'argent d'autres personnes. Et il n'aimait pas cette association. Il en est venu au fait rapidement. Je ne devais pas utiliser le nom Stone pour ma petite opération. Le nom appartient à l'entreprise, a-t-il dit. Mon entreprise. Il présentait cela, comme s'il protégeait la famille. Nous savions tous les deux que c'était un test. Il voulait voir si j'allais me plier, comme je l'avais toujours fait. Échanger la chose que j'avais construite, contre le privilège de son approbation. J'ai pensé à chaque année, où j'avais tenu ses livres de compte gratuitement. J'ai pensé au chèque qu'il avait remis à Ryder. Et je lui ai donné la réponse la plus calme que j'avais. Tu m'as dit d'aller gagner le mien. Je suis en train de le gagner. Sa mâchoire s'est contractée. Il m'a dit que je regretterais d'être difficile. Je lui ai dit que j'avais déjà enregistré le nom de l'entreprise, en bonne et due forme, auprès de l'État depuis des mois. Cette partie était vraie. Et c'était la partie qui comptait. Il pouvait être en colère. Il ne pouvait pas annuler un enregistrement légal. Je suis parti, avant que l'un de nous ne dise quelque chose qu'il ne pourrait pas retirer. En rentrant chez moi à travers la ville, j'ai réalisé que le nom était devenu tout l'enjeu de cette dispute. Ce qui signifiait qu'il était devenu important. Ce qui signifiait que je ne l'abandonnerais jamais. Il m'avait dit de gagner le mien. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que je garde le nom de famille en le faisant. Le million de mon frère a commencé à fondre à l'automne. Je ne m'en suis pas réjoui. J'ai à peine eu le temps de le remarquer. Jusqu'à ce qu'il me force à le remarquer. Ryder m'a appelé un jeudi. Et pour la première fois de nos vies, il avait besoin de quelque chose que j'avais. Le bureau aux briques apparentes saignait de l'argent pour le loyer. 2 de ses amis partenaires s'étaient évaporés. Son gros investisseur, celui qui m'avait serré la main à la fête, avait passé son tour. Il avait dépensé comme si l'argent allait se remplir tout seul. Et maintenant, le fond du compte approchait à grands pas. Il m'a demandé de regarder ses comptes. Il l'a demandé, comme une faveur qu'il m'accordait. J'y suis allé. Je me devais bien ça. De le voir de mes propres yeux. Les chiffres étaient pires que les rumeurs. Sur le million que mon père lui avait remis, il restait peut-être un quart. Et ça se vidait de semaine en semaine. Il n'avait rien construit qui rapporte. Il avait construit un décor de théâtre. Je lui ai dit la vérité, simplement. De la même façon que j'avais dit la vérité à Tom Vasquez. Je lui ai montré où l'argent était parti, et ce qu'il pouvait sauver en coupant les dépenses immédiatement. Ensuite, il a posé la vraie question. Celle pour laquelle il m'avait appelé. Il voulait que je mette l'argent de Stone Venture dans son entreprise. Pour faire la transition. Pour être son investisseur. J'ai regardé mon frère, qui avait eu une longueur d'avance d'1 million d'euros, et à qui il en restait un quart. Demandant à la sœur, qui était partie de rien, de colmater sa brèche. J'ai dit non. Pas cruellement, juste clairement. Je ne verse pas de l'argent propre, dans une belle histoire. Il n'a pas dit à nos parents, qu'il m'avait demandé de l'aide. Il les a laissés continuer à croire, que le lancement était florissant.
Je lui ai laissé garder ça aussi. Ce n'était pas mon secret à dévoiler. Cette même saison, mon grand-père a commencé à ralentir. C'était de petites choses, au début. Il arrivait à la scierie plus tard le matin, et partait plus tôt l'après-midi. Il perdait le fil de sa phrase, au milieu d'une idée, et le retrouvait avec un léger froncement de sourcils. Un jour gris, alors que la pluie tombait drue sur ce toit en tôle, je l'ai trouvé assis dans le bureau, les lumières éteintes. La tasse bleue froide entre ses mains. Il m'a fait signe de m'asseoir sur l'autre chaise. Il ne voulait pas d'aide. Il voulait parler. Il m'a raconté comment il avait démarré la scierie. Ce que j'avais entendu 100 fois. Mais il l'a raconté différemment, cette fois. Il m'a parlé de l'année où il a failli tout perdre. Et des hommes qu'il avait soutenus. Et comment la chose qui l'effrayait le plus, n'était pas d'échouer. C'était de voir ce qu'un héritage facile fait à une personne. De l'argent que tu n'as pas gagné, a-t-il dit, peut pourrir un homme de l'intérieur. Je l'ai observé. Il n'a pas prononcé le nom de mon père. Il n'en avait pas besoin. Puis, il a dit quelque chose qui ne correspondait pas au moment, et j'ai failli ne pas y prêter attention. Je mets mes papiers en ordre. Je lui ai demandé de quel papier il parlait. Il a simplement souri, de la manière dont il souriait quand il savait quelque chose que j'ignorais, et a changé de sujet pour parler de la météo. Je suis rentré chez moi ce soir-là, mal à l'aise, et je ne pouvais pas dire pourquoi. Je me disais qu'il était fatigué. Que les vieillards parlent de papier et de la météo. Je me suis dit beaucoup de choses réconfortantes. Ce que je n'ai pas fait, c'est le bousculer. J'ai laissé un homme de 81 ans garder ses secrets. Parce que je l'aimais, et parce que j'avais des clients qui attendaient. Je comprendrai le prix de cela, bien assez tôt. Une semaine plus tard, Walter m'a appelé à la scierie, pour ce qu'il a appelé une affaire professionnelle. J'ai supposé qu'il voulait son résumé trimestriel. Au lieu de cela, quand je suis arrivé, Tom Vasquez se tenait déjà près du comptoir, son chapeau à la main, avec l'air d'un homme appelé à témoigner de quelque chose. Walter tenait la tasse bleue dans une main, et une seule feuille de papier dans l'autre. Il a posé le papier sur le comptoir entre nous, dans l'odeur de pain coupé et d'huile de machine. Et il m'a dit de le lire. C'était une feuille de modalité. Un accord simple d'une page, rédigé clairement, comme il aimait les choses. Walter Stone souhaitait investir 40 000 € dans Stone Venture, mon fonds. Il l'avait rédigé comme un véritable investissement, avec des conditions, un rendement, et une ligne de signature. J'ai levé les yeux vers lui. Et pour une fois, je n'avais rien d'intelligent à dire. Il avait été la première personne de ma famille à me croire. Maintenant, il voulait être le premier à me soutenir. Et il le voulait sur papier, là où personne ne pourrait appeler ça de la simple gentillesse. Pourquoi Tom, ai-je demandé. Parce qu'une chose aussi importante, a-t-il dit, devrait avoir un témoin. J'ai signé. Il a signé, sa main plus lente qu'avant, mais ferme sur la ligne. Tom a signé en dessous de nous deux. Walter a glissé ma copie de mon côté du comptoir, et a gardé la sienne. Et il a prononcé la phrase que je portais depuis un an, avec une nouvelle fin, qui en changeait tout le poids. Je ne parie pas sur celui qui parle le plus fort. Je parie sur celle qui se présente au travail. Et maintenant, c'est écrit noir sur blanc. J'ai plié cette unique page, et je l'ai mise dans mon sac, contre ma poitrine. Comme si elle valait plus que les 40 000 €. Et c'était le cas. Je ne savais simplement pas encore à quel point, ni ce que ce morceau de papier ordinaire allait prouver, dans une pièce où je n'étais pas encore entré. Les 40 000 € de Walter n'ont pas changé ma vie. Ils ont changé celle de Tom Vasquez. Avec un vrai capital derrière Stone Venture, je pouvais enfin faire plus que restructurer des dettes. J'ai accordé à Tom une véritable ligne de crédit, pour s'agrandir. Il a ouvert une deuxième baille de réparation, et a embauché 2 hommes, qui étaient au chômage depuis que l'usine avait réduit ses équipes. 2 familles avaient à nouveau un revenu. Parce qu'un vieil homme avait parié sur sa petite fille, et qu'une petite fille gardait des livres de comptes impeccables. C'est ce que cet argent a fait. Il n'a pas acheté un bureau avec un mur de verre. Il a payé l'hypothèque de quelqu'un. J'ai commencé à voir la différence, entre ce qui avait été donné à Ryder, et ce que j'étais en train de créer. Et ce n'était pas une question de montant du chèque. C'était une question de la direction vers laquelle l'argent coulait. Le sien s'épuisait. Le mien continuait de tourner.
À peu près à cette époque, quelques-uns des magasins qui avaient dérivé vers l'orbite de mon frère, ont commencé à dériver vers la mienne à la place. Ils avaient entendu dire qu'il y avait un membre de la famille Stone en ville, qui répondait au téléphone, et lisait les contrats. Le nom que mon père voulait me refuser, m'apportait des affaires. Je n'en faisais pas la publicité. Je continuais juste à me présenter au travail. Un soir, Tom m'a arrêté alors que je sortais, et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu sais, ton frère a eu 1 million d'euros, m'a-t-il dit. Et tu as plus de magasins que lui, avec 40 000. Je lui ai dit que ce n'était pas une course. Il a ri, et a dit, tout est une course. Tu n'es juste pas obligé de dire à l'autre, que tu es en train de courir. Je suis rentré chez moi, en me demandant comment mon père le prendrait, le jour où il remarquerait enfin que je n'étais pas en train de perdre. Je connaissais déjà la réponse. Les hommes comme mon père ne se mettent pas en colère quand vous échouez. Ils se mettent en colère quand vous n'échouez pas. L'heure des comptes, à la table du dîner, est arrivée en novembre. Ma mère recevait, comme elle le fait toujours. Avec la belle vaisselle, et la mauvaise tension. À ce moment-là, tout le monde savait que je réussissais. Et personne ne savait quoi en faire. Mon père a choisi le déni. Il a qualifié mon succès de chance. Il a dit que les petits magasins étaient une phase passagère. Que les vraies affaires se faisaient à grande échelle. Ma mère l'a soutenu, sans vraiment savoir ce qu'elle soutenait. Ryder est resté silencieux. Ce qui, en soi, était un aveu. Je n'ai rien contesté. J'ai fait passer les pommes de terre, et je les ai laissés réciter leurs répliques. Puis, ma mère, en se resservant du vin, a rendu l'ancien verdict, comme s'il était toujours valable. Ryder porte le nom, a-t-elle dit. Toi, tu l'as, c'est tout. Elle ne le disait même plus comme un coup de couteau. Elle le disait comme un fait, usé à force d'être répété. J'ai laissé passer. Plus tard, quand la table a été débarrassée, je suis sorti sur la véranda arrière pour prendre l'air. Elle m'a suivi. Pendant un instant, elle n'était plus en train de jouer la comédie. Elle a regardé le jardin sombre, et a dit doucement, j'ai grandi dans une maison, où une fille ne pouvait pas mettre son nom sur quoi que ce soit. Pas sur l'acte de propriété, pas sur le compte bancaire. Rien. C'était le moment où elle s'était le plus rapprochée de me voir, tel que j'étais. J'ai attendu. Je pense que j'attendais qu'elle finisse sa pensée. Qu'elle dise, et je ne te ferai pas ça. Elle ne l'a pas fait. Elle a resserré son gilet autour d'elle, a dit qu'il commençait à faire froid, et est rentrée à l'intérieur, auprès de son fils. C'était la seule excuse que j'obtiendrai jamais. Et elle s'est terminée au beau milieu d'une phrase. Je suis resté là, encore un moment dans le froid. Puis, j'ai traversé la ville pour rentrer chez moi. Et je suis retourné travailler. Pendant que je bâtissais, le gros pari de mon père commençait à vaciller. Et j'étais l'une des rares personnes à pouvoir le voir. Le deuxième entrepôt avait dépassé le budget, comme c'est toujours le cas. Le million de Ryder avait disparu. Ce qui signifiait que la famille n'avait plus aucune réserve. Et le prêt que mon père avait contracté, reposait sur des fondations, que j'avais lues des mois plus tôt, dans cette armoire à dossier. Il avait emprunté contre l'héritage qu'il attendait de Walter. Il avait dépensé la succession de son père, avant que son père ne soit parti. Maintenant, la banque voulait s'assurer que les fondations étaient solides. Il voulait l'assurance, que les actifs Stone passeraient à Gerald. Proprement et dans leur intégralité. Comme tout le monde le supposait. Mon père est donc allé demander à Walter de le confirmer. De mettre la succession par écrit. Comme le font les hommes, quand l'argent est déjà dépensé. Et Walter, mon grand-père, n'a rien dit. Il n'a pas refusé. Il n'a pas accepté. Il est simplement devenu silencieux, et fatigué. Et il a changé de sujet. Mon père en est ressorti ébranlé, d'une manière que je ne l'avais jamais vue. J'ai su alors, que toute la tour de mon père reposait sur une promesse, que personne n'avait signée. J'aurais pu faire quelque chose de ça. J'aurais pu avertir la banque. Ou glisser un mot à la bonne personne. Ou simplement attendre que ça s'effondre. Je ne l'ai pas fait. Je m'étais dit, dès le début, que je ne prendrais jamais rien à mon père. Que je construirais seulement quelque chose, qu'il ne pourrait pas m'enlever. Il y a une différence. Et elle comptait pour moi. Alors,
j'ai gardé la tête baissée, et mes comptes impeccables. Et j'ai laissé sa tour tenir debout, ou s'effondrer, sur ses propres calculs biaisés. Arrêtez-vous avec moi une seconde. Je n'ai jamais eu l'intention de ruiner mon père. J'avais l'intention de durer plus longtemps que lui. Si cette distinction est importante pour vous, commentez le mot « mérité ». Je lis tous les commentaires. Revenons maintenant à cette année charnière. Je ne savais pas que c'était le dernier bonjour. Sinon, je serais resté plus longtemps. C'était une après-midi lumineuse et froide à la Syrie. Le genre d'après-midi qui sent le givre et le pain. Walter avait un jour clair, aussi vif qu'autrefois. Nous avons marché sur le terrain ensemble. Pendant qu'il nommait les types de bois, de la manière dont d'autres hommes nomment des chevaux. À la fin, il m'a emmené dans le bureau, et a pressé une clé dans ma main. La clé du bureau de la Syrie. Il a refermé mes doigts dessus. Quand la pluie traversera ce toit, a-t-il dit, quelqu'un qui tient de bons livres de comptes, devrait être celui qui le répare. J'ai ri, et j'ai dit que je n'étais pas couvreur. Il n'a pas ri. Il m'a regardé fixement, et l'a répété. Plus lentement. Comme s'il avait besoin que j'entende ce qui se cachait sous les mots. Quelqu'un qui tient de bons livres de comptes, devrait être celui qui le répare. J'ai compris qu'il ne parlait pas du toit. Je ne me suis simplement pas laissé comprendre, à quel point il m'en disait. Car pour le comprendre, j'aurais dû admettre qu'il n'aurait bientôt plus de jour clair. Alors, j'ai mis la clé sur mon trousseau, à côté de la clé de mon appartement, et de ma clé de voiture. Une clé ordinaire parmi des clés ordinaires. Et je lui ai dit que je reviendrais dimanche. Nous sommes restés un moment, dans la froide lumière du soleil. La tasse bleue était posée sur le comptoir, là où elle était toujours posée. Il m'a dit qu'il était fier de moi. Ce qu'il m'avait montré d'une centaine de façons. Mais qu'il n'avait dit à voix haute, que 2 fois dans ma vie, peut-être. Je suis rentré chez moi ce soir-là, plus légère que je ne l'avais été depuis 1 an. La clé froide, contre les autres dans ma poche. Dimanche n'est jamais arrivé comme je l'avais prévu. Le samedi soir, les appels ont commencé. Walter est mort dans son sommeil, des suites d'une maladie courte et brutale. Qu'il a emporté assez vite pour être une grâce, et assez lentement, pour qu'on puisse lui dire au revoir. Toute la ville est venue au service funéraire. Il avait mis un toit au-dessus de la moitié d'entre eux, et il s'en souvenait. Je me suis tenu à l'avant, et j'ai serré chaque main, et accepté chaque plat préparé. Parce que c'est ce que je fais. Je porte les choses. J'ai pris les dispositions, que mon père était trop fier pour prendre, et ma mère trop effondrée pour gérer. J'ai écrit la notice nécrologique. J'ai choisi les cantiques. J'ai fait tout ça les yeux secs. Parce que pour moi, le deuil vient tard, et dans la solitude. Jamais sur commande, et jamais en public. Certaines personnes interprètent cela comme de la froideur. Laissez-les faire. La seule chose que je me suis autorisé à ressentir, je l'ai ressenti à la Syrie. J'y suis allé la nuit suivant les funérailles. Je suis entré avec la clé qu'il m'avait donnée. Et je me suis tenu dans le bureau sombre, dans l'odeur de la sueur. Sa tasse bleue était posée sur le comptoir. Je l'ai lavée, séchée, et remise exactement à sa place. Ensuite, j'ai relâché un an de respiration retenue. Toute seule. Là où personne ne pourrait appeler ça de la faiblesse. Ce que je n'ai pas vu, parce que j'étais submergé par les préparatifs, mon père l'a vu très clairement. Même dans la file de réception, entre 2 poignées de main, je l'ai surpris en train de poser une question à voix basse, à l'avocat de notre famille. Quand le testament serait-il lu? Dans combien de temps? Il l'a demandé de la manière dont un homme s'enquiert d'une livraison, qu'il attend avec impatience. Son propre père était en terre depuis 3 jours, et il comptait déjà les heures. Je l'ai classé avec le reste. Le chagrin et l'arithmétique. Côte à côte chez le même homme. J'aurais dû comprendre, à ce moment-là, à quel point il était effrayé. Les hommes effrayés font les choses les plus bruyantes. La lecture a été fixée à 2 semaines plus tard, dans le bureau d'une avocate nommée Marian Holt. Je ne l'avais jamais rencontrée. Mon père, si. Et il est entré confiant, parce qu'il s'était convaincu qu'il savait comment cela se terminait. Il était le fils unique. Il dirigeait l'entreprise. Les avoirs lui passeraient, proprement et dans leur intégralité. Et la banque soufflerait de soulagement, et la tour tiendrait bon.
Il avait tout misé sur cette équation. Dans les jours précédant la lecture, il était presque joyeux. De la façon dont un homme est joyeux, quand il pense que le plus dur est derrière lui. Il a même trouvé le temps de me piquer. Nous nous sommes croisés à la maison familiale, où j'étais passé déposer les derniers papiers des funérailles. Et il m'a regardé, avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Une fois que ce sera réglé, a-t-il dit, peut-être que tu arrêteras de jouer à l'entrepreneuse, et que tu iras gagner ton propre argent ailleurs. C'était reparti. La même phrase qu'il m'avait servie, dans cette salle louée un an auparavant. Va gagner le tien. Il l'a dit comme un homme, qui abat une carte maîtresse. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai dit que je le verrais à la lecture. Mais en conduisant pour rentrer chez moi ce soir-là, j'ai senti l'année se cristalliser, en un seul point devant moi. Dans le bureau d'une avocate que je n'avais jamais vue. Où une enveloppe, dont j'ignorais l'existence, attendait dans un dossier. Je ne m'attendais à rien. Je veux que vous le croyiez, parce que c'est vrai. Je pensais que j'aurais un souvenir, peut-être sa montre. Je n'avais aucune idée, que mon grand-père avait passé ces derniers mois de lucidité, à me construire quelque chose à partir de papier, et de patience. Je savais juste que je serais dans cette pièce, et je savais que je serais la personne la plus calme, à l'intérieur. La nuit précédant la lecture, je n'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je n'arrive pas à dormir. J'ai parcouru mes papiers. Je me suis assise à la table de ma cuisine, avec une tasse de café froide. Et j'ai étalé l'année écoulée. Le premier accord signé avec Tom Vasquez. L'enregistrement auprès de l'État pour Stone Venture. La pile grandissante de clients, qui avaient fait confiance à ma parole. Et tout en bas, la seule page qui comptait le plus, la feuille de modalité, avec 3 signatures dessus. La main de Walter, lente mais sûre sur la ligne. Je l'ai relue à la lumière de la lampe. 40 000 €. Un témoin. Le pari d'un grand-père, mis par écrit. J'ai réalisé quelque chose, à cette table. Et cela m'a préparé à affronter ce qui allait suivre. Peu importe ce que cet avocate dirait demain, j'avais déjà gagné la seule chose, que j'avais entrepris de gagner. J'avais construit quelque chose de réel, à partir de rien. De mes 2 propres mains, et avec des comptes propres. Aucune enveloppe ne pouvait me donner ça. Et aucune enveloppe ne pouvait me l'enlever. Si Walter m'avait laissé sa montre et rien d'autre, la montre aurait suffi. Parce que le fait de croire en moi, était venu en premier. J'ai remis les papiers en ordre, comme il me l'avait appris. Et je suis allé me coucher. Je n'allais pas dans ce bureau pour un héritage. J'allais dire au revoir à la seule personne, qui m'avait jamais vraiment vu. C'est ce que je me suis dit, et je le pensais. J'ai dormi quelques heures, et je me suis réveillé calme. J'ai mis le tailleur gris que je porte pour les clients. Pas pour les funérailles. J'ai conduit à travers la ville, jusqu'au bureau de Marian Holt. Sous un ciel bas et humide. Le genre de ciel qui promet de la pluie avant midi. Je n'avais aucune idée, que j'étais sur le point d'avoir besoin de chaque once de ce calme, que j'avais emmagasiné. La salle de conférence de Marian Holt était petite, chaleureuse, et bien trop silencieuse. Nous nous sommes assis autour d'une longue table. Mon père a pris la place en bout de table, sans rien demander. Comme si on lui avait déjà remis le marteau du juge. Ma mère s'est assise à sa droite. Ryder s'est affalé à sa gauche, faisant défiler l'écran de son téléphone. Ennuyé, ou faisant semblant de l'être. Quelques tantes et un grand-oncle occupaient les autres chaises. Là pour témoigner. Là pour chuchoter. Plus tard. Je me suis assise près de l'extrémité, près de la fenêtre. Là où je pouvais voir le ciel devenir gris. Marian est entrée avec un dossier en cuir. Et une attitude qui ne laissait rien transparaître. Elle nous a remerciés d'être venus. Elle a présenté ses condoléances, avec une voix qui les avait présentées 1 millier de fois, et qui les pensait toujours sincèrement. Puis, elle a ouvert le dossier. Et la première chose qu'elle a dite, a redistribué les cartes dans la pièce. Walter, a-t-elle expliqué, n'avait pas laissé un simple testament. Des années auparavant, avec son aide, il avait placé la majeure partie de ses actifs dans une fiducie entre vifs révocable. À son décès, a-t-elle dit, cette fiducie est devenue irrévocable. Et la plus grande partie de sa succession, serait transmise selon ces termes. En dehors du processus d'homologation. En privé.
exactement comme il l'avait organisé. Le front de mon père s'est plissé. Ce n'était pas le scénario qu'il avait mémorisé. Un testament qu'il pouvait lire à l'avance, anticiper, et autour duquel il pouvait planifier seul. Une fiducie était une porte fermée, dont il ignorait qu'elle était verrouillée. Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise, a-t-il demandé. Et pour la première fois, sa voix avait une pointe de quelque chose, sous la confiance. Marian l'a regardé, calme comme une eau dormante. Cela signifie, a-t-elle dit, que nous suivons exactement les instructions de Monsieur Stone. Dehors, la première pluie a commencé à frapper la fenêtre. Je l'ai entendu avant tout le monde. Ça ressemblait au bruit sur le toit en tôle, à la scierie. Marian a d'abord traité les plus petits legs. Sans se presser. De la façon dont on désamorce quelque chose avec précaution. Il y avait des souvenirs. Les outils de Walter ont été légués à 2 anciens de la scierie, nommément. Un fonds d'études pour les plus jeunes petits-enfants. Une somme mise de côté pour ma mère, généreuse et sans condition. Ce qui l'a fait pleurer d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, et que je n'ai pas aimé regarder. Ryder a eu droit à un leg, lui aussi. Un modeste leg. Le camion de Walter. Le vieux plateau avec lequel il avait démarré l'entreprise. Et 10 000 euros. J'ai vu le visage de mon frère faire des calculs. Il était entré en s'attendant à ce que la fiducie renfloue le compte qu'il avait vidé. Il s'attendait à ce que grand-père renfloue son entreprise, de la même façon que papa l'avait financé. Au lieu de cela, il a hérité d'un camion de 30 ans, et d'une leçon sur le travail acharné. Il a posé son téléphone. Pour une fois, il n'avait rien à vendre. Mon père est resté très immobile. Il attendait la seule ligne qui comptait pour lui. La ligne concernant l'entreprise. La participation majoritaire dans Stone Limber & Supply, sur laquelle toute sa tour s'appuyait. Marian y est arrivée lentement. Avant de lire qui la recevait, elle a lu la condition que Walter y avait attachée. Et la pièce est devenue si silencieuse, que je pouvais entendre la pluie. La participation majoritaire, a-t-elle dit, doit passer à l'héritier qui a, du vivant de Walter, bâti une entreprise ou un fonds par lui-même. Et qui l'a documenté par écrit, avec contrepartie financière, et en présence d'un témoin. Elle a laissé la phrase planer. Chaque personne dans la pièce a fait le même calcul. Et est arrivée, une par une, à la même réponse impossible. Les mains de mon père se sont aplaties sur la table. Ma mère s'est tournée, et m'a regardé. Et j'ai compris tout d'un coup, ce qu'une simple page dans mon sac, avait toujours été depuis le début. Marian a cherché dans le dossier, et en a sorti une enveloppe. Mon nom était sur le devant, avec l'écriture de Walter. Les lettres un peu tremblantes, mais indubitablement les siennes. Elle l'a fait glisser sur toute la longueur de la table, vers moi. Elle est passée devant mon père. Devant ma mère. Devant Ryder. Et tous les yeux l'ont suivi, comme si c'était le dernier canot de sauvetage. Monsieur Stone a demandé que vous ouvriez ceci ici, a dit Marian. Devant tout le monde. Mon père a retrouvé la voix. C'est absurde, a-t-il dit. Elle a tenu ses livres de compte une fois. Cela ne fait pas d'elle. Marian a levé une main, sans méchanceté. Et il s'est arrêté. Parce que les avocats, dans leur propre salle de conférence, ont une autorité tranquille, que même les hommes en colère reconnaissent. Monsieur Stone a été très spécifique, a-t-elle dit. S'il vous plaît, Grace. L'enveloppe était posée devant moi. J'ai posé ma main dessus. Et j'ai senti toute l'année, remonter à travers le papier. La salle louée. Le carnet. La boîte à chaussures. Le chapeau de Tom Vasquez entre ses mains. La tasse bleue. La pluie sur le toit en tôle. Le grattement lent et régulier de la signature d'un vieil homme, sur une seule page. Mon père me fixait avec un regard que je ne lui avais jamais vu. Quelque part entre la fureur et la peur. Et il avait raison d'avoir peur. Bien que ce ne soit pas de moi. Il avait peur de ce que son propre père avait vu, écrit, et signé, au cours d'une année où lui, ne prêtait attention à rien d'autre, qu'à sa propre tour. J'ai glissé mon pouce sous le rabat. La pièce a retenu son souffle, et moi aussi. Parce que peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur, cela portait la marque de mon grand-père. Et cela signifiait que ça allait être vrai. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 2 choses. Une lettre,
et une seule feuille de documentation de la fiducie. J'ai lu la page officielle en premier. Parce que je suis la petite fille de mon grand-père. Et je lis les conditions, avant de ressentir les émotions. Elle confirmait ce que Marian avait commencé à dire. Dans le cadre de la fiducie, la participation majoritaire dans Stone Limber & Supply passait à moi, Grace Stone. En tant qu'héritière ayant bâti et documenté un fonds par elle-même, de son vivant. La preuve de cette condition, le document spécifiquement nommé, était une feuille de modalité d'une page. Datée du printemps précédent. Signée par Walter Stone, Grace Stone, et un témoin. Les 40 000 € n'avaient pas seulement été un pari sur moi. C'était la clé qu'il avait taillée, des mois à l'avance, pour une porte qu'il savait que je devrais franchir un jour. Il m'avait également nommé fiduciaire remplaçante, pour les actifs de l'entreprise. Me faisant confiance, pour tenir les comptes comme il les avait tenus. Ensuite, j'ai lu la lettre. Et c'est là que ma maîtrise a finalement craqué. Silencieusement, comme je le fais toujours. Elle était courte. Il disait qu'il était désolé, de ne pas être là pour voir mon visage. Il disait qu'il avait vu un homme remettre 1 million € à l'enfant bruyant, et une simple phrase à l'enfant posé. Et il avait décidé, ce jour-là, de faire quelque chose à ce sujet. De la seule façon en laquelle il avait confiance, avec du papier, et de la patience. Et elle se terminait par la phrase, qu'il m'avait répétée pendant 1 an. Achevé, enfin. Je ne parie pas sur celui qui parle le plus fort. Je parie sur celle qui s'est présentée au travail. Tu as mérité ton nom, bien avant que quiconque ne te donne un centime. Il a toujours été à toi, Gracie. J'ai juste rendu ça officiel. J'ai posé la lettre, et j'ai laissé couler les larmes. 2. Pas plus. Parce que j'étais toujours dans une pièce pleine de monde. Puis j'ai levé les yeux, et de l'autre côté de la table, mon père était déjà debout. Mon père s'est effondré, devant tous ceux pour qui il avait passé sa vie à jouer la comédie. Ça a commencé doucement, et c'est monté vite. Il a dit que c'était une erreur. Il a dit que son père était confus, sénile, manipulé. Il a dit que j'avais acculé un vieil homme mourant, et que je lui avais soutiré une signature par la ruse. Sa voix a monté, jusqu'à remplir la petite pièce. Et a débordé dans le couloir. Jusqu'à ce qu'une assistante entrebâille la porte pour vérifier. Jusqu'à ce que ma mère pose une main sur sa manche. Et qu'il la repousse d'un geste sec. Il a juré qu'il allait se battre. Qu'il contesterait la fiducie. Qu'il la traînerait devant tous les tribunaux du comté. Marian l'a laissé brûler sa rage. Puis, elle a parlé avec le même ton égal, qu'elle avait utilisé toute la matinée. La fiducie, a-t-elle dit, a été établie des années auparavant, alors que M. Stone était manifestement compétent. Elle a été examinée, validée par des témoins, et documentée à chaque étape. La contester, a-t-elle ajouté prudemment, serait difficile et coûteux. Et dans son expérience, ces dispositions ont tendance à tenir, quand elles sont aussi bien construites. Elle n'a pas dit qu'il n'avait aucun dossier solide. Les bons avocats ne promettent jamais la météo. Elle lui a simplement fait comprendre, qu'il dépenserait de l'argent qu'il n'avait plus, pour s'attaquer à une porte qui était déjà verrouillée. C'est à ce moment-là, que la véritable terreur a atteint son visage. Parce que mon père ne perdait pas seulement une dispute. Il perdait les fondations sur lesquelles reposait toute sa tour. Le prêt. L'entrepôt. L'héritage qu'il avait dépensé avant qu'il n'arrive. Tout cela supposait, que cette pièce irait dans l'autre sens. Et puis il hurlait, plus ses hurlements le rapetissaient. Jusqu'à ce que l'homme qui avait distribué 1 million € il y a 1 an, ressemble exactement à ce qu'il était. Un héritier effrayé, qui n'avait jamais rien bâti, regardant la seule bâtisseuse de la famille héritée de la preuve. Je me suis levé. Pas pour crier plus fort que lui. Je n'ai jamais rien gagné en étant la plus bruyante, et je n'allais pas commencer au nom de mon grand-père. J'ai attendu que la pièce soit silencieuse. Que même mon père soit à bout de souffle, et se tienne là, haletant. Et puis, j'ai fouillé dans mon sac, et j'ai sorti la seule page, que j'avais portée contre ma poitrine depuis le printemps. Je l'ai posée sur la table, où tout le monde pouvait la voir. À côté de la lettre de Walter. La feuille de modalité. 3 signatures. Une date datant de mois avant sa mort. Des mois avant qu'il ne soit autre chose qu'un esprit vif. Si quelqu'un veut dire que mon grand-père ne savait pas ce qu'il faisait,
ai-je dit, voici son écriture. Sur « Le printemps dernier ». Lisez-la. Personne n'a bougé pour la lire. Il n'en avait pas besoin. Il pouvait la voir de là où ils étaient assis. Et il pouvait voir mon père la regarder. Puis je l'ai regardé, lui. Mon père. Celui qui m'avait dit d'aller gagner le mien, dans une salle louée, devant tout le monde que nous connaissions. J'ai gardé une voix aussi égale que celle de Marian. Tu m'as dit d'aller gagner le mien, ai-je dit. Alors je l'ai fait. Voici à quoi ressemble ce qui m'appartient. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas énuméré ses péchés. J'ai dit à la pièce clairement, ce qui allait se passer ensuite. Parce que quelqu'un devait tenir les comptes. En tant que fiduciaire remplaçante, je garderai Stone Limbé ouvert. Je paierai les salaires. Les hommes de la Syrie garderaient leurs emplois. Je travaillerai avec la banque, honnêtement. Pour restructurer le prêt que mon père avait construit sur du sable. Parce que le maître à la rue n'aiderait personne, et déshonorerait l'homme qui nous avait élevés tous les deux. Et j'offrirai à Ryder un vrai poste. Pas un cadeau. Un travail avec des heures, et des objectifs qu'il devrait réellement accomplir. Mon frère a levé les yeux à ce moment-là, et pour une fois, il n'a rien eu à dire. Dans le silence qui a suivi la fin de mon intervention, ma mère a dit la chose qui a tout conclu. Elle ne me parlait pas, ni à mon père, ni à personne en particulier. Elle regardait la feuille de modalité sur la table. Et la lettre à côté. Et elle l'a dit presque pour elle-même. Elle porte le nom maintenant. Un an auparavant, elle m'avait dit que Ryder portait le nom, et que moi, je l'avais, c'est tout. Maintenant, elle venait de voir son propre beau-père, mettre par écrit quel enfant l'avait mérité. Elle ne s'est pas excusée. Je veux être honnête à ce sujet. Parce que c'est le moment, où une histoire plus douce m'aurait offert une réconciliation larmoyante. Je n'en ai pas eu. Ma mère a vu la vérité dans cette pièce, clairement, pour la première fois. Mais voir, ce n'est pas la même chose que changer. Et elle est rentrée chez elle ce jour-là, toujours mariée à l'homme qui m'avait humilié. Toujours la mère qui avait souri dans son verre de vin. La seule différence, c'est qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Ryder était assis avec les clés d'un camion de 30 ans à la main, et n'avait rien à dire. Ce qui, pour mon frère, était une forme de croissance. Mon père s'était enfin tu. Le silence creux et dangereux d'un homme qui recalcule sa vie. Je n'ai rien savouré de tout cela. Il n'y a aucune joie, à regarder sa famille faire face à la vérité trop tard. Je me suis tourné vers Marian Holt, la seule personne dans cette pièce, qui avait fait son travail proprement toute la journée. Et je lui ai dit la seule chose qu'il restait à dire. Faisons cela dans les règles de l'art, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle n'en attendait pas moins d'une petite fille de Walter Stone. J'ai rassemblé la lettre et la feuille de modalité, je les ai glissées dans l'enveloppe, et je me suis levé. Mon père parlait encore. Plus bas maintenant. À ma mère, aux tantes. À quiconque voudrait bien écouter sa version de la matinée. Je ne lui ai pas répondu. Vous n'avez pas besoin de gagner une dispute, que vous avez déjà réglée sur le papier. J'ai dit à Marian que je l'appellerais le lendemain matin, pour commencer le travail. Et je suis sorti de la salle de conférence, dans le couloir, et par la porte d'entrée, pour affronter la météo. La pluie était passée, pendant que je ne regardais pas. Le trottoir était humide et brillant. Et le ciel s'était déchiré, pour laisser passer une lumière fine et froide. Je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas conduit jusqu'à chez moi. J'ai pris la route 9, jusqu'à la Syrie. Je suis entré avec la clé que Walter avait pressée dans ma main, lors de son dernier bonjour. Celle qu'il m'avait dit d'utiliser, quand la pluie traverserait le toit. Je me suis tenu à l'intérieur. Dans l'odeur de sueur et de pain coupé. Dans le bâtiment que mon grand-père avait commencé avec un seul camion, en 1968. Que maintenant, dans un sens réel et légal, j'étais censé garder. La tasse bleue était posée sur le comptoir, exactement là où elle était toujours posée. Là où je l'avais lavée, et remise en place la nuit suivant les funérailles. Je l'ai prise. Je l'ai tournée dans mes mains. Puis je l'ai reposée à sa place. Parce qu'il y a certaines choses que l'on ne déplace pas. On se contente de continuer à construire autour. Les dernières gouttes de pluie, s'égouttaient du toit en tôle. Avec un rythme lent et régulier. Comme un livre de contes, qui s'équilibre enfin.
J'avais gagné le mien. Il m'avait vu le faire. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été dramatiques, et j'en suis heureuse. C'est le drame qui nous avait mis dans cette situation. J'ai repris le travail, de la façon dont je reprends tout travail. Silencieusement et complètement. J'ai gardé Stone Limbé ouvert. J'ai payé les salaires le premier vendredi. Et chaque vendredi suivant. Je me suis assise avec la banque. J'ai mis les comptes à plat, et nous avons restructuré le prêt que mon père avait bâti sur du sable. En quelque chose d'honnête, plus lent, et surmontable. Je ne l'ai pas écrasé. L'écraser aurait coûté des emplois à la ville, et m'aurait coûté la bonne réputation de mon grand-père. Et ni l'un ni l'autre n'était à vendre. J'ai également intégré Stone Venture dans mon travail. Ainsi, le fonds a continué à faire ce qu'il avait toujours fait. Soutenir les Tom Vasquez du comté. Les magasins pour lesquels personne d'autre ne répondrait au téléphone. Ryder a pris le poste que je lui avais offert. Le premier mois a failli tuer sa fierté. Il devait pointer, apprendre l'inventaire, rendre des comptes sur son emploi du temps. Mais quelque part au cours du deuxième mois, il a arrêté de jouer la comédie, et a commencé à travailler. Et une ou deux fois, je l'ai surpris en train de faire une chose correctement, juste pour bien la faire. Sans que personne ne le regarde. Je me suis autorisé un peu d'espoir. Mon père ne m'a jamais remercié d'avoir sauvé son prêt. Et je ne lui ai jamais demandé de le faire. Nous parlons maintenant dans le langage des affaires. Qui est le seul langage que nous ayons jamais partagé honnêtement. Ce n'est pas de la chaleur humaine. Mais ce n'est pas rien non plus. Certaines familles guérissent. La mienne a juste appris à tenir des comptes propres. Ce qui, dans notre cas, est sa propre forme de paix. Il est resté une conversation, et je l'ai eue selon mes propres termes. Je suis allé à la maison familiale. Pas sur convocation, cette fois. Et j'ai dit ce que j'étais venu dire, à mes deux parents en même temps. Je leur ai dit que je ne cherchais pas d'excuses. J'avais cessé d'en avoir besoin, quelque part autour du deuxième client signé. Ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant, était simple, et je n'allais pas transiger dessus. Des relations honnêtes. Des livres de comptes clairs. Être traité, dans chaque pièce et chaque transaction à partir de maintenant, exactement comme j'avais prouvé que je l'étais. Ma mère a fait un petit signe de tête silencieux. Son gilet s'est resserré à nouveau. Mon père n'a pas hoché la tête, mais il n'a pas discuté non plus. Et venant de lui, c'était sa propre façon d'apposer sa signature. Je ne vous demande pas d'être désolé, leur ai-je dit à la porte, en partant. Je vous demande de traiter avec moi directement. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. Puis, j'ai traversé la ville pour rentrer chez moi, dans mon propre appartement. Dans mon propre silence. À la vie que j'avais construite, de mes deux propres mains. Voici ce que cette année m'a appris, et c'est la seule leçon que je vous transmettrai. Un nom qui vous est donné, peut toujours être repris. Mais un nom que vous gagnez vous-même, de vos deux propres mains, et avec une série de comptes propres, est à vous pour de bon. Et aucune annonce dans une salle louée, ne pourra jamais l'annuler. C'est mon histoire. Une annonce qui a essayé de me rabaisser. Une année de travail silencieux. Et un grand-père qui a mis sa confiance par écrit, là où personne ne pouvait la contester. Si quelqu'un vous a déjà dit d'aller gagner le vôtre, prenez-le comme un défi, et non comme un renvoi. Et puis, allez le faire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.